t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme de cette émission, au Moyen-Orient, c'est un tournant majeur. Bon nombre des alliés historiques d'Israël ont pris leur distance avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou en raison de son offensive continue à Gaza et du blocage de l'aide humanitaire pourtant vitale. Dans un geste rare, le Canada, la France et le Royaume-Uni ont menacé Israël de sanctions. Même le président américain Donald Trump semble perdre patience. Alors Netanyahou entendra-t-il enfin les appels ? Et l'Union européenne envisage de lever 150 milliards d'euros pour relancer la production de défense sur le continent. Ce plan baptisé SAFE a été proposé par la Commission européenne et validé par le Conseil via une procédure juridique permettant de contourner le Parlement européen. Une manœuvre qui a suscité une vive controverse, y compris dans les rangs des eurodéputés. Alors, est-ce un coup de force de l'exécutif européen ou la défense est-elle un dossier trop stratégique pour être laissé aux parlementaires ? Autant de questions que j'aimerais poser à nos trois invités ici présents. Je commence par Raoul Delcorde, ancien diplomate belge et professeur à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Raoul. Bonjour. Andrea Palaciano, correspondante sur les sujets de sécurité pour l'agence Bloomberg. Bonjour Andrea. Bonjour. Et Yossi Lemkovic de la Europe-Israel Press Association. C'est une organisation basée à Bruxelles et qui est chargée de fournir une meilleure compréhension des enjeux entre l'Europe et Israël. Je la décris bien. Bonjour Yossi. Bonjour. Alors avant de vous entendre, évidemment, bienvenue à vous tous les trois. Donc avant de vous entendre, j'aimerais qu'on fasse un point sur la situation à Gaza. Notre reporter Sacha Vakulina nous explique. On regarde. International pressure has been mounting on Israel over the past several days over its strategy in Gaza. Depuis plusieurs jours, la pression internationale s'accentue sur Israël en raison de sa stratégie à Gaza. L'Union européenne a déclaré qu'elle réexaminerait son vaste pacte commercial et de coopération avec Israël en raison de ce que Bruxelles considère comme une situation catastrophique à Gaza. Les dirigeants de la France, du Royaume-Uni et du Canada ont condamné ce qu'ils appellent les actions militaires choquantes d'Israël à Gaza et ont menacé de prendre des mesures concrètes si le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne changeait pas de cap, notamment en ce qui concerne l'aide humanitaire. Aujourd'hui, il ne semble pas vouloir changer quoi que ce soit. Israël a lancé une nouvelle offensive militaire dans l'enclave, alors que l'armée israélienne prévoit de contrôler 75% de la bande de Gaza dans les 2 prochains mois. 75% of Gaza within the next 2 months. Alors Raoul, je me tourne d'abord vers vous. On a vu le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot parler de Gaza comme d'un mouroir et même d'un cimetière. Et pourtant, on le voit dans cette vidéo, Netanyahou n'est pas disposé à changer de cap, en tout cas n'a pas l'air. Est-ce qu'on arrive maintenant à un point de non-retour ? Moi, je crois que le tournant, effectivement, c'est à partir du moment où on a pu observer que la population était affamée, faute de recevoir l'aide humanitaire. Je crois que cette aide reprend depuis quelques jours, mais Là, on avait atteint, je crois, une situation qui était tellement dramatique qu'elle a autorisé tous les qualificatifs. Et les chefs de gouvernement de l'Union européenne, généralement prudents quand il s'agit de condamner Israël, pour le coup, là, et on le sait, au Conseil Affaires étrangères, ont demandé de reconsidérer, ou en tout cas un rapport sur le fameux accord d'association dont l'article 2 prévoit qu'en cas de non-respect des droits fondamentaux, il puisse y avoir des mesures appropriées. Donc on est arrivé à un point de bascule. Oui. Est-ce que, Andrea, justement, vous êtes d'accord avec ce point de bascule ? Est-ce qu'on arrive à un tournant maintenant parce qu'on voit ce changement de ton qui est en train d'arriver ? Et pourtant, cette crise humanitaire, elle est là depuis déjà longtemps. Exactement. Je pense que les leaders européens ont en quelque sorte répondu aussi à une pression de l'opinion publique qui est devenue très très forte et qui a augmenté a fortiori ces dernières semaines. C'est vrai que les images qui ont circulé étaient insoutenables ou ont été perçues comme telles par les populations. Il y a eu de plus en plus de manifestations. Donc je pense qu'il y a une réponse quand même à une manifestation aussi de l'électorat auquel sont redevables ces ministres. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est point de non-retour.
qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour l'instant, on n'en est qu'à des proclamations qui ont valeur effectivement d'accusation, mais là où vraiment on va voir s'il va y avoir un impact ou pas, c'est est-ce qu'il va y avoir des répercussions économiques? Combien de temps ça va prendre de faire cette analyse un peu des rapports avec Israël? Combien de temps ça va prendre? Et surtout, en fait, on a des pays qui maintenant condamnent Israël comme ils ne l'ont pas fait auparavant, mais sont-ils prêts à faire suivre ces condamnations de réelles répercussions dans ce qui est le soutien militaire, par exemple? Donc, je pense Alors, si on regarde un peu la politique israélienne, et je me tourne vers vous aussi, on entend que Netanyahou, s'il change de cap, il risque aussi de perdre les soutiens des conservateurs religieux qui forment une majorité de son gouvernement. Est-ce que, justement, ça joue énormément dans ce qui se passe aujourd'hui? Mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même insister sur le fait que depuis 600 jours maintenant, il y a toujours 58 otages qui sont détenus à Gaza. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que c'est un point extrêmement important dans toute cette question de la guerre à Gaza entre Israël et Hamas, qui a commencé le 7 octobre 2023 par les massacres commis par Hamas dans le sud d'Israël, dans les kibbutzim du sud d'Israël. Et donc on en arrive à 600 jours où il y a toujours 58 otages. Je crois, moi, je suis persuadé que si tous ces otages sont libérés, la guerre peut prendre fin. Il y a aussi un désastre humanitaire dont on a parlé. Oui. Raoul a parlé quand même. Il y a une proportion différente. Absolument. Il y a un désastre humanitaire. Sans doute qu'il y a une crise humanitaire, mais on sait maintenant qu'il y a de nouveau de l'aide humanitaire qui rentre dans Gaza avec près de 1000 camions d'aide humanitaire, nourriture, médicaments, qui sont rentrés dans Gaza, mais vous savez que le problème de l'aide humanitaire à Gaza n'est pas uniquement le problème d'Israël, c'est le problème des Palestiniens, de Hamas. Hamas, depuis le début, bloque cette aide, cela l'approprie pour vendre cela alors que ça doit être gratuit. Alors, ça doit être Yossi, donné. je reviens à ma question initiale qui est vraiment, s'il change de cap Netanyahou, il risque de perdre ce soutien des conservateurs religieux de son gouvernement. C'est une donnée importante. On est d'accord? Oui, c'est une donnée importante, ça fait partie, mais ce n'est pas l'ensemble. Je veux dire que la raison de tout cela, et je pense que la seule personne pour moi qui peut débloquer la situation, c'est le président Trump, qui a quand même beaucoup d'influence sur Israël et sur la situation, également sur les pays arabes, du Golfe notamment. Et donc je crois que c'est le seul qui... Et comment? Oui, et donc il a plus la possibilité de changer la situation, notamment au niveau des otages, notamment au niveau de ce qui se passe à Gaza, que le gouvernement israélien. Il a été critique récemment. Oui, mais il a été critique parce que, bien entendu, ça fait partie aussi d'un jeu global au Moyen-Orient, avec ses relations avec les pays du Golfe, les pays arabes. Ouais. Donc, voilà, mais je crois que... Trump, pardon, justement, Raoul, vous êtes d'accord avec cette idée que Trump peut être vraiment important dans le règlement de ce conflit là maintenant? Ah oui, je pense, avec tout le respect que j'ai pour la diplomatie européenne, mais que les seuls qui ont un véritable levier pour le moment sur le gouvernement israélien, ce sont les Américains. Vous aurez observé d'ailleurs que Trump a plus d'une fois court-circuité Netanyahou, notamment lorsqu'il a négocié la libération d'un otage israélo-américain sans passer par Israël. La relation entre Trump et Netanyahou n'est pas des plus harmonieuses. Maintenant, si vous le permettez, ce n'est pas parce que Trump exercerait ou non, on ne sait pas, c'est quelqu'un d'assez volatile, une pression sur Netanyahou que les Européens doivent se déclarer impuissants. Vous savez, il y a quelques jours, un leader de l'opposition israélienne, un militaire du nom du général Golan, a eu cette expression très forte. Il a dit « Je crains que mon pays devienne un État paria ». C'est fort, cette expression, pour Israël. Et je crois qu'elle a même un peu ébranlé le gouvernement et Netanyahou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la communauté internationale dans son ensemble qui pointe un doigt accusateur vers le gouvernement israélien. Je ne pense pas que ce soit à l'avantage d'Israël. Et pour revenir, si vous le permettez,
à l'initiative quand même méritoire des Européens de réexaminer l'accord d'association. Pas pour isoler Israël. Je ne sais pas quelles seront les mesures qui seront finalement adoptées, puisqu'il faut l'unanimité. Mais quand même, on va revenir là-dessus. Demander des comptes. Ouais, on va revenir là-dessus parce que, justement, observons cet accord de plus près, justement, cette décision le 20 mai dernier, annoncée par la diplomate en chef de l'UE, Kaja Kallas, de réexaminer l'accord d'association UE-Israël qui régit les relations entre le continent et Israël et couvre des sujets qui vont du dialogue politique à l'agriculture et à la libre circulation des biens. Nous avons voulu comprendre la portée politique de cette démarche avec David Rigoulet-Rose de l'Institut français des relations internationales, l'IRIS. Voici ce qu'il nous a confié. C'est évidemment un signalement politique très fort qui a été mal apprécié évidemment en Israël, mais ça signifie pas pour autant que l'accord va devenir caduc. Simplement, c'est une étape qui marque une évolution effectivement très nette des éléments de langage par rapport à la situation des conséquences de la guerre à Gaza. De toute façon, il n'y a pas une unanimité de posture, de positionnement par rapport à cette situation de la part de tous les États européens, des 27. En l'occurrence, il y a parfois des appréciations très différentes. Alors justement, Andrea, je me tourne vers vous. C'est intéressant ce qu'il dit, David Rigoulet-Rose. Il parle de ces divergences. Alors on sait que l'Irlande, la Suède, l'Espagne sont plutôt pro-palestiniens, je dirais, tandis que l'Allemagne, l'Autriche et d'autres soutiennent Israël. Alors on le voit maintenant, on voit qu'il y a un réel tournant avec l'Allemagne et aussi les Pays-Bas d'ailleurs. Et cette semaine, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz a critiqué Israël comme rarement auparavant et il a affirmé qu'il ne comprend plus la stratégie israélienne à Gaza. Alors justement, est-ce que c'est pas le signe, quand on voit l'Allemagne comme ça, qu'elle refuse désormais d'être isolée dans l'UE sur la question d'Israël? Et c'est important, ce tournant. Je pense que vous avez raison de pointer le doigt sur Friedrich Merz, parce que c'est, je pense, le leader qui a en tout cas le pouvoir de faire basculer la balance en Europe à ce sujet-là. Ouais. L'Allemagne, on le sait, depuis des décennies, de par son histoire, de par sa constitution, un lien avec Israël que les autres pays de l'Union européenne n'ont pas. Mais en même temps, l'Allemagne a, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres sujets, un pouvoir de leadership. Et donc, sur beaucoup de questions en Europe, quand l'Allemagne bouge, beaucoup d'autres pays commencent à bouger, ou à considérer en tout cas de bouger. Et donc, il reste à voir ces prochaines semaines si c'était, on va dire, plutôt un prononcement symbolique, ou c'est effectivement on est prêt à, par la réévaluation de cet accord d'association avec Israël, de vraiment aller plus loin et de chercher à obtenir une unanimité qui pourrait avoir des répercussions économiques. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment un tournant pour l'Allemagne. Ouais. Alors, il y a aussi la réaction d'Israël, ça a été de condamner la décision de réexaminer justement cet accord d'association en disant que les Européens avaient une totale incompréhension de la réalité complexe sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre du coup ? Et en fait, la situation de terrain est très complexe et on oublie parce qu'on met la pression sur Israël. Ok, il faut dire, je voudrais quand même rappeler que 9 pays sur les 27 ont voté contre la décision de revoir l'accord. Donc d'association Union européenne-Israël, 9 pays, c'est quand même... oui, mais il n'y a pas une majorité. Il n'y a pas une majorité, mais c'est quand même 9 pays qui sont contre, qui pensent qu'Israël a raison. Raison de quoi ? Dans son objectif, c'est primo d'obtenir la libération des otages et d'éradiquer le Hamas. Le Hamas ne doit plus avoir de pouvoir à Gaza. Et je pense que d'ailleurs, il n'y a pas qu'Israël qui le dit. Même Kaja Kallas l'a dit lors de conférences de presse quand elle a, après des conseils des affaires étrangères, elle a dit le Hamas ne doit plus gouverner à Gaza. Parce que le Hamas est contre-productif pour les Palestiniens. Les Palestiniens souffrent non pas à cause d'Israël depuis des années, mais à cause du Hamas. Donc il faut le conserver, cet accord d'association, vous dites aussi. Bien sûr. Pourquoi il faut le conserver ? Parce que d'abord, moi je suis pour le dialogue entre l'Union européenne et Israël. D'ailleurs, il faut dire que cet accord... Mais le dialogue aujourd'hui, il est impossible. Oui, mais cet accord, il prévoit de la coopération, pas seulement politique, mais aussi coopération scientifique, économique. Et il faut bien dire que très souvent, c'est l'Europe qui bénéficie plus de la coopération avec Israël qu'Israël ne bénéficie de l'Europe. Regardez
Enfin, l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Oui, je pense qu'on est quand même, on a des relations commerciales extrêmement proches. D'accord, mais justement, je pense qu'on est proche et on est aussi proche au niveau des valeurs. Et je crois que c'est ça. Parce qu'on parle toujours du gouvernement israélien, mais il faut parler d'Israël en tant qu'entité. Le peuple israélien, on a les mêmes valeurs que l'Europe. Alors quand je vois... Qui sont mises à mal aujourd'hui. Oui, mais quand je vois les manifestations dans les rues en Europe, dans plusieurs villes, où on crie Free Palestine, où on crie From the river to the sea, donc on veut l'éradication. Qu'est-ce qu'on veut ? On préfère avoir un État islamique du Hamas plutôt qu'un État juif démocratique. Alors si on reste un peu encore sur cet accord d'association, parce que c'est important aussi, la France a été un des plus grands défenseurs du réexamen de cet accord, même peut-être en vue de le suspendre à un moment donné. Mais on sait, et vous l'avez dit Raoul, que cet accord d'association, il requiert l'unanimité. Et on sait que la Hongrie, la République tchèque pourraient opposer leur veto. Alors est-ce que c'est une menace illusoire ? Non, il requiert l'unanimité si l'on veut interrompre le dialogue politique. En revanche, avec une majorité qualifiée, on peut déjà adopter des mesures d'ordre commercial. Or, comme vient de le dire le collègue, il y a un échange important en matière de commerce des biens, d'ailleurs à l'avantage de l'Union européenne. Il y a un programme Horizon dans le domaine de la recherche dont bénéficient quand même assez bien les centres de recherche israéliens pour un montant supérieur à 800 millions d'euros. Et comme chacun le sait, nos universités, quand je dis nos, c'est en Europe essentiellement, se mobilisent aussi pour re-questionner en quelque sorte le dialogue qu'elles ont avec les universités israéliennes. Donc tout ça forme, si vous voulez, un package. Vous pensez qu'il faut bloquer ces fonds ? Je pense vous savez, il faut mordre un petit peu, il faut que le signal soit... Alors, quelques mots de... Mordre un petit peu, ça veut dire quoi ? Écoutez, il faut un rapport. Mordre un petit peu, c'est-à-dire dire à un moment donné... et je reprends la formule qui est tout à fait juste. Israël, quelque part, c'est l'extrême Occident. Ils partagent nos valeurs. Dans l'ensemble, cet État a été créé dans les années 1930 par des Juifs ashkénazes d'Europe centrale. Donc tout ça, c'est un îlot, si vous voulez, occidental au Moyen-Orient. Donc nous en sommes d'autant plus proches. Mais il n'empêche qu'entre amis ou entre partenaires, on a le droit aussi, je crois, de s'exprimer ouvertement. Et pour le moment, notre opinion publique est mobilisée. Nous devons y répondre. Oui, mais l'action, là, ça, ce sont des mots. Eh bien non, c'est un moment de dire, vous n'importerez plus. Avec les facilités dont vous bénéficiez jusqu'à présent, vos agrumes et autres produits sur le marché européen. Vos centres de recherche ne pourront plus bénéficier du programme Horizon. Et d'une certaine manière, et je reviens à mon expression, vous allez être quelque part marginalisé par l'Europe. Ouais. Alors, si je peux me permettre, Andrea, je me tourne justement vers vous. Je pense que l'Espagne a eu un rôle très important ici, puisque le pays a organisé une réunion de pays européens et arabes très récemment, et a également demandé des sanctions, notamment un embargo commun sur les armes. Justement, je pense que vous répondrez à cette question-là, parce qu'il faut aller jusqu'où aujourd'hui avec Israël. Ce que je voulais dire déjà, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, donc il y a 9 pays qui se sont prononcés contre, c'était quand même avant que l'Allemagne, avant que le chancelier allemand fasse sa grande condamnation. Donc là, je pense qu'à ce niveau-là, on pourrait quand même voir des pays bouger, et notamment l'Allemagne. Ainsi que les Pays-Bas. Ainsi que les Pays-Bas, exactement. Et alors, pour ce qui est d'un embargo commun sur les armes, déjà, les pays sont libres de bouger individuellement. Donc je pense que bouger individuellement est plus simple que faire un embargo commun. Et je pense que ce qu'il va vraiment falloir surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est des mouvements significatifs pour ce qui est des livraisons de pays individuels. Et ensuite, évidemment, un accord commun européen est l'étape supplémentaire. Mais en tout cas, l'action est toujours plus rapide au niveau des capitales qu'au niveau de Bruxelles. Mais justement, l'impuissance européenne, vous la sentez, on critique beaucoup l'Europe justement sur son impuissance par rapport à Israël. Est-ce que c'est pas encore aujourd'hui le témoin qu'on n'arrive pas à réagir avec Israël ? Alors peut-être, aussi, vous avez un point de vue là-dessus. C'est ça l'impuissance, c'est parce que nous sommes divisés. Oui. Nous ne parvenons pas à avoir l'unanimité sur des questions comme celle-là. Mais cette impuissance, nous sommes en train, je pense, de la surmonter. Parce que il y a un appel de notre opinion publique, je veux dire, le moment de bascule est arrivé. Je pense qu'à Jérusalem, le signal est perçu et compris.
Et est-ce que le signal est perçu à Jérusalem, justement ? Je voudrais rebondir sur le fait, l'idée que l'opinion publique est justement pour prendre ce genre de mesures, des sanctions contre Israël. Je crois qu'on a tort, on croit que l'opinion publique est contre, mais quand on voit, je prends un exemple récent, quand on voit que l'opinion publique a largement voté pour Israël au concours de l'Eurovision, qui a presque fait basculer le résultat final, on voit que l'opinion publique est pour Israël alors que les jurys étaient contre. On est sur des plans très différents. On parle de politique, l'Eurovision, c'est quand même différent. C'est quand même l'opinion publique, ce sont des votes du public. Et je veux dire que ce qui se passe dans les rues, peut-être influencer les gouvernements. Oui, mais c'est pas un vote démocratique, l'Eurovision. Non, mais ce qui se passe dans les rues, est souvent le résultat d'une manipulation de la part des groupements pro-palestiniens, les protestations, et qui ont, deuxièmement, une conséquence très importante, on oublie de le dire, c'est l'antisémitisme qui règne. Et les conséquences sur les communautés juives en Europe. L'Europe est faite sur des valeurs. Le judaïsme en Europe, c'est le judaïsme qui était aussi à la base de l'Europe. Quand on voit les dirigeants juifs qui ont contribué à la création de l'Europe, eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? L'antisémitisme qui dans le monde entier, mais particulièrement en Europe, qui explose à cause du fait que non seulement les gouvernements prennent position contre Israël, parce que vous savez que les communautés juives, elles sont très proches d'Israël, elles sont surtout ces derniers temps, depuis le 7 octobre, et par ailleurs parce qu'il y a des manifestations anti-israéliennes, des protestations, que ce soit dans les rues, dans les campus universitaires. C'est donc sur cette note que nous pouvons conclure le débat. On fait une courte pause, mais restez avec nous, car dans un instant, nous ouvrirons un épineux débat. Lorsqu'il s'agit de la défense et de protéger l'Europe, est-ce que la fin justifie les moyens, même lorsque l'on flirte avec la légalité ? À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime, avec nos 3 invités ici présents. Alors derrière l'acronyme apparemment anodin SAFE se cache une ambition continentale audacieuse, une prise de risque stratégique et peut-être les prémices d'un divorce militaire assumé avec Washington. SAFE signifie Security Action for Europe, c'est donc un plan inédit de 150 milliards d'euros pour acheter des armes en commun. Une sorte de plan Marshall du XXIe siècle, mais cette fois sans les États-Unis. Alors Andrea, je me tourne vers vous. Vous êtes expert en sécurité pour l'agence Bloomberg. L'achat en commun d'armes, c'est un peu une répétition de ce qu'on a vu pour le Covid, l'achat commun de vaccins. Ça aurait été, je pense, assez impensable il y a encore quelques décennies. Mais comment va marcher SAFE ? Et surtout, est-ce que c'est un véritable tournant, selon vous ? Alors, c'est sûr que ça a été un geste symbolique fort et rapide de la Commission européenne. Il y a eu vraiment un moment où une urgence s'est fait sentir et effectivement, à ce moment-là, l'Union européenne s'est montrée flexible. Ils ont réussi à accélérer le calendrier de ce qui était prévu a priori cette année. Ensuite, il faut voir que c'est un instrument quand même assez complexe et il y a eu surtout beaucoup de tensions sur justement la question de l'accès. À qui on va donner accès? Et donc, c'est une procédure très complexe pour déterminer qui va pouvoir participer, sous quelle forme, à quelle hauteur. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on a une période de 6 mois où justement les entreprises, les pays vont pouvoir postuler pour obtenir ces fonds. Et cela va durer bien 6 mois, le temps que la Commission évalue ses propositions et décide de qui va obtenir ces fonds. Et ensuite, encore des mois et des mois vont passer avant que ces fonds soient déboursés. Donc, il y a eu un mouvement assez rapide pour ce qui est le standard de l'Union européenne, mais ça reste assez complexe et surtout assez long avant qu'on voit effectivement les usines sortir de terre ou les tanks sortir des lignes de production. Alors, Raoul, on sait que l'argent manque, que les capacités militaires européennes, elles sont souvent, elles varient d'un pays à l'autre, et qu'on est, et on le sait, assez dépendant des États-Unis, même plus qu'assez. Est-ce que du coup, SAFE peut être un succès selon vous ?
Il faut réduire notre dépendance vis-à-vis des Américains, c'est aussi clair que cela. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, en effet, ça va prendre des mois et des années même. Et quelques chiffres quand même, pour vous donner une idée de la diversité de la production industrielle en matière de défense en Europe. J'ai noté qu'il y a 17 modèles de chars en Europe. Aux États-Unis, il y en a un. N'est-il pas temps, justement, et SAFE est là pour cela, puisque 65% des dépenses qui seront autorisées via SAFE doivent bénéficier à l'industrie européenne d'armement, et à au moins 2 États. Donc d'harmoniser. Harmoniser, réduire notre dépendance. Ouais. Encore un chiffre quand même, 180 systèmes d'armement différents en Europe, 30 aux USA. Donc ça, c'est au moins le signal d'alarme. Alors après, je sais que quelques parlementaires européens sont un peu mécontents parce qu'on a court-circuité dans la procédure, le Parlement. Mais effectivement, il y a urgence. Et le signal est fort. Oui, mais alors justement, on parlait d'un plan Marshall sans les États-Unis. Est-ce que c'est réaliste aussi ? C'est réaliste, mais ça va être quand même très compliqué à mon avis parce que l'Europe... ce n'est pas un pays, c'est 27 pays avec leur diversité, leurs problèmes budgétaires chacun. Et donc, je pense que ça va être compliqué de travailler sans les États-Unis. Maintenant, il faut bien se dire que ça va prendre du temps, comme ma collègue l'a dit, et que d'ici là, peut-être qu'il y aura un autre président aux États-Unis, quoi. Donc, tout cela est très peut changer. Tout ça peut changer évidemment. Et vous parliez, Raoul, de la fureur des parlementaires qui n'ont pas été suffisamment consultés dans ce processus. Pour en savoir plus sur la controverse justement qu'a suscité le projet SAFE au sein du Parlement européen, nous avons discuté avec l'eurodéputé italien Mario Furore du groupe de la gauche. Comme la Commission européenne et le Conseil ont utilisé une procédure juridique permettant de contourner le Parlement européen, il ne cache pas sa colère. On l'écoute. Noi chiediamo assolutamente 2 cose. Nous exigeons absolument 2 choses. La base juridique doit être modifiée, ce qui est en fait la même position que celle adoptée par la présidente Metsola après le vote de la commission jury, lorsqu'elle a demandé à la Commission européenne de modifier la base juridique, parce que nous nous opposons clairement au plan de réarmement, non seulement sur le fond, mais aussi pour des raisons légales. Chiaramente, noi contestiamo il piano di riarmo, chiaramente anche nel merito. Ma questo parere giuridico ci dice espressamente che è sbagliato. Cet avis juridique indique clairement que la base est erronée. En termes de procédure, le Parlement ne peut être contourné. L'article 122 ne peut être utilisé que dans des cas très spécifiques, comme les catastrophes naturelles ou les guerres au sein de l'UE. Cela ne semble pas être le cas ici, et c'est pourquoi nous y sommes fermement opposés. E quindi ci siamo opposti fermamente. Alors, Mario Furore, c'est un député du mouvement 5 étoiles. Il a évidemment son avis sur la question du réarmement. Mais Andrea, je me tourne vers vous. La présidente du Parlement européen a menacé de porter plainte contre la Commission. Est-ce que nous sommes au bord d'une crise institutionnelle selon vous ? Ou est-ce que c'est le Parlement qui fait du zèle ? Je pense que le Parlement est dans son rôle, en fait. Dans son rôle où il faut insister sur le fait qu'il représente quand même le peuple européen et qu'il faut, même dans des questions sur lesquelles il y a une urgence assumée, il faut quand même que le jeu de pouvoir se fasse. Donc pour l'instant, on est dans une proclamation d'intention. On n'est pas encore effectivement dans l'étape d'après. Donc cela reste à voir. Le projet est adopté, puisqu'il est adopté par le Conseil sans l'avis du Parlement. Effectivement, je parlais en fait de ce que pourrait ou ne pas faire Metsola, comme elle a écrit dans sa lettre. Ouais. Pour l'instant, on est quand même dans le Parlement qui montre qu'il existe, qui demande qu'on le reconnaisse. Et je dirais qu'effectivement, pour l'instant, on est dans un jeu de pouvoir assez classique. Oui, mais est-ce que ça pourrait justement, vous Raoul, est-ce que le Parlement pourrait empêcher la création de ce fonds ? Bon, il n'a pas tout à fait tort, le parlementaire en question, parce qu'on invoque l'urgence pour en réalité des investissements qui vont être étalés sur 5 ou 10 ans. L'industrie de défense, ça prend son temps. Mais de là à ce que le Parlement européen bloque, non, je crois qu'à un moment donné, on trouvera un compromis, on lui donnera un droit de regard, en quelque sorte, sur... comme l'a dit la collègue, le modus operandi est loin d'être clair. Il faut trouver ces fonds, il faut ensuite que la Commission... Oui. Je précise une chose d'ailleurs, parce qu'il y a parfois une confusion dans l'esprit. La Commission n'est pas en charge de la défense européenne. Elle est là pour booster les dépenses en matière d'armement. C'est différent et elle doit rester dans son rôle. Yossi, justement, votre position par rapport à ce fonds ? Je crois que, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le Parlement européen est dans son rôle, totalement. C'est son droit de regard sur les décisions de la Commission. Maintenant, on sait très bien que, et on l'a vu sur d'autres sujets, que
parfois ce n'est qu'un rôle un peu, je dirais, déclaratoire, sans plus. Alors, le Parlement européen est dans son rôle. C'est sur cette note que s'achève notre débat. Merci à nos 3 invités et merci à vous de nous suivre. Pour plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter euronews.fr ou à télécharger notre appli. À très bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec mes invités Raoul Delcorde, ancien diplomate belge et professeur à l'Université catholique de Louvain, Andrea Palaciano, correspondante sur les affaires de sécurité pour l'agence Bloomberg, et Yossi Lemkovic de la Europe Israel Press Association, une organisation basée à Bruxelles et qui est chargée de fournir une meilleure compréhension des enjeux entre l'Europe et Israël. Alors la Commission européenne se prépare à une confrontation sans relâche avec la Hongrie. Bruxelles exige que Budapest retire un projet de loi controversé qui limiterait le financement étranger des médias et des ONG. Ce texte donnerait au gouvernement un pouvoir considérable pour museler la presse et les voix critiques. Pour la Commission, c'est une violation grave des principes et des lois européennes. Alors Raoul, je me tourne vers vous, justement, ce bras de fer avec Bruxelles. La procédure de l'article 7, c'est pas quelque chose de nouveau. Elle a été mise en place il y a déjà depuis 7 ans. Mais est-ce que vous pensez honnêtement qu'aujourd'hui, le Premier ministre Viktor Orban sera sensible à la fermeté du message européen ? Très sincèrement, je me demande si cette procédure n'est pas un faux-nez, au fond. Parce que combien de fois n'a-t-on convoqué soit Orban, soit son ministre des Affaires étrangères pour s'expliquer devant le Conseil Affaires Générales avec une mise en garde, et puis on en est resté là. Parce qu'au fond, les chefs d'État et de gouvernement européens font de la géométrie variable. Quand ils ont besoin de la Hongrie pour adopter à l'unanimité des sanctions contre la Russie ou parler de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, il faut bien s'accommoder alors de la Hongrie et de sa politique qui, par certains aspects, effectivement, est une démocrature, n'est-ce pas? Le petit jeu de mots entre démocratie et dictature. Mais, entre parenthèses, d'ailleurs, on me dit qu'en 2026, le sort de M. Orban pourrait être compromis et qu'il n'est pas sûr qu'il gagne à nouveau les élections. Mais de toute manière, là aussi, on est dans une posture, je crois, qui n'a pas l'air de faire beaucoup trembler le gouvernement. Andrea, plusieurs eurodéputés, notamment de 5 groupes politiques, demandent à la Commission de geler immédiatement tous les fonds européens à destination de la Hongrie. Alors la menace budgétaire, on la connaît, c'est un instrument dont s'est dotée la Commission européenne et on le connaît, c'est la conditionnalité. Comment est-ce qu'on passe de la menace à l'action ? Je crois que vraiment on est dans un moment où l'Europe, face à la Hongrie, doit choisir ses combats. Et je suis vraiment d'accord avec vous sur le fait que ce combat-là ne semble peut-être pas être le plus prioritaire. Parce qu'on a quand même une échéance qui, à mon sens, est l'échéance essentielle qui arrive cet été, qui est le renouvellement des sanctions contre la Russie, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale russe, donc des centaines de milliards d'euros dont la majorité sont détenus en Europe, et qui sont donc un des leviers principaux qu'a l'Europe entre ses mains pour peser. Et donc on a besoin de la Hongrie pour ça. On a besoin de la Hongrie, et à mon sens, c'est quand même à un niveau géopolitique. Alors, le sujet. On va prendre un peu le contre-pied et regarder du côté de ceux qui défendent la Hongrie. C'est le cas notamment de Frank Furedi du think tank MCC Brussels, le groupe de réflexion d'Orban à Bruxelles. Nous lui avons demandé son point de vue sur la situation et voici sa réaction. L'Europe a toujours été une entité plurielle, contrairement à de nombreuses autres parties du monde, avec de nombreuses nations, différentes cultures et différentes valeurs. What these guys are saying is that there's only one system of value that is legit. Et je pense que ce que ces gens disent, c'est qu'il n'y a qu'un seul système de valeurs qui soit légitime. Et que si, pour une raison ou pour une autre, vous croyez à la souveraineté, ou si pour certains, vous avez une vision plus religieuse du monde, ce n'est pas acceptable. Il y a donc cette injonction assez autoritaire venant de Bruxelles, qui dit qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses. Alors qu'à l'origine, l'Europe était une Europe des nations, où les nations pouvaient décider elles-mêmes de la façon dont elles voulaient conduire leurs affaires. Where nations could decide for themselves how to conduct their affairs. Alors il y a aussi justement, vous comprenez, l'argument défendu
par lui dans cette vidéo et que Orban reprend souvent, qui est l'ingérence de Bruxelles? Quelque part, c'est vrai que l'Europe, c'est une Europe très plurielle. Chaque pays a ses dadas, ses idées particulières. Mais en fin de compte, c'est vrai qu'il y a l'Europe, l'ensemble. Et à un certain moment, que ce soit concernant la Russie ou d'autres sujets importants, il faut se mettre d'accord. Donc il a raison de dire ce qu'il dit, justement, selon vous? Il a raison, mais il faut à un moment donné se mettre d'accord quand il s'agit de sujets extrêmement importants, comme la guerre en Ukraine. Moi, je prends aussi les conséquences de ce qui se passe au Moyen-Orient. Par exemple, quand on sait que l'Iran est un des grands alliés de la Russie et qu'elle menace aussi l'Europe. Regardez les drones iraniens qui sont utilisés contre les Ukrainiens. Donc tout ça, l'Europe, elle doit à un moment donné, c'est vrai que même avec des différences, à un moment donné, elle doit s'unir. Oui. Andrea, il y a souvent quand même, quand on voit Orban, un peu un double discours. C'est « je vous aime, je suis là, je vais au Conseil européen, je suis d'accord avec, je vote sur des législations, mais vous n'avez rien compris sur d'autres aspects, notamment sur ma propre politique, ce qui se passe en Hongrie. » Jusqu'à quand ça peut durer ce jeu-là, en fait ? Je pense que ce jeu-là peut aller assez loin, mais en tout cas, une étape intermédiaire, ce serait que l'Europe réfléchisse sérieusement à changer les règles de l'unanimité pour ce qui est des décisions de politique étrangère. Là, on est vraiment à l'unanimité. Si on passait ne serait-ce qu'à la majorité qualifiée, la majorité des problèmes avec la Hongrie, je ne dis pas tous les problèmes évidemment, mais la majorité des problèmes pourraient être résolus de manière beaucoup plus simple. Et donc, je pense que... Oui, et on n'isolerait pas du coup la Hongrie, c'est ça? Exactement. Oui, mais justement, Raoul, je me tourne vers vous. Le scénario final, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est aussi... Bon, soit c'est ce que vous envisagez comme option, mais est-ce que la Hongrie, à ce stade, peut-elle rester dans l'Union européenne si chaque année, chaque mois, on est dans cette même problématique des provocations d'Orban? Voilà. Ça devient difficile, d'autant que l'exemple hongrois a inspiré aussi des pays voisins de la Hongrie, à un moment donné la Pologne, la Tchéquie, etc. Écoutez, il y a un article 2 du traité de l'Union, il y a un socle des valeurs. On peut parler d'une Europe unie dans sa diversité, mais il y a quand même des valeurs sur lesquelles on doit s'entendre. Alors, on ne peut pas avoir à la fois un pied dedans et un pied dehors. La façon élégante que ma collègue a indiquée de s'en dépêtrer, c'est de dire, voilà, on passe au vote qualifié et c'est fini. Et la Hongrie ne peut plus empêcher. Et on n'a donc plus, en quelque sorte, de marchandage à opérer chaque fois que l'on a besoin du vote hongrois. Et après tout, M. Orban n'est pas éternel. Il y a le Premier ministre hongrois, il y a la population hongroise qui n'est pas nécessairement alignée sur ce que fait son Premier ministre. Ok, garder la Hongrie au sein de la communauté européenne. C'est donc sur cette note que nous pouvons conclure cette discussion. Merci à nos 3 invités et à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez réagir ou nous écrire, envoyez-nous un message à l'adresse bruxellesjet'aime@euronews.com ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt sur Euronews.